Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Amélie Ebongué. Amélie se définit comme une exploratrice de la vie et tu vas vite comprendre pourquoi. Autrice du premier livre en français sur TikTok, conférencière internationale, consultante en stratégie digitale, elle construit sa carrière selon ses propres termes en créant ses propres opportunités. Son moteur, la curiosité, l'envie d'apprendre et surtout la conviction qu'on peut se construire une vie professionnelle à son image. Dans cet épisode, on parle d'expatriation, de visibilité, d'ambition, de marketing et de choix. Pas de conseils, pas de solutions toutes faites, pas d'injonction non plus. Mais un récit de vie professionnelle, un parcours, une histoire où puiser ce que tu veux en fait. Je suis Sarah, consultante de carrière. J'accompagne dans leurs projets les femmes qui veulent réussir selon leurs propres termes. Si cet épisode te plaît, n'oublie pas de laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de toi. C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Amélie Ebongué. Bonjour Amélie. Bonjour Sarah, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. Je suis en forme, donc c'est l'essentiel. Tout va bien. Je vais te poser donc la première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux te présenter sans dire ce que tu fais? Oui, alors je dirais que je suis une exploratrice de la vie. Je crée des ponts entre mes origines, mon ancrage, euh, le pays dans lequel je suis née, où j'ai grandi, mais aussi la découverte de d'autres cultures et d'autres façons de voir le monde qui permettent de créer finalement de la synergie entre différents environnements. Et du coup, tu te définis comme étant exploratrice. Donc, comment est-ce que justement ce tempérament d'exploratrice a joué un rôle dans ta carrière? Ah, c'est une belle question, bah, merci de me la poser. Moi, mon parcours d'immigration, en tout cas d'expatrié, il a commencé il y a 5 ans et demi. Je dirais qu'avant ça, je ne m'étais jamais projetée de quitter la région parisienne où je suis née, où j'ai effectué mes premières expériences professionnelles. Moi, je suis née à Paris, j'y ai grandi, et je pense que la réflexion a émergé pendant le confinement. J'avais envie d'explorer. Je pense que c'est un mot qui me correspond et que j'aime beaucoup d'autres manières de travailler, d'autres façons de faire dans un environnement qui potentiellement me stimulerait et me challengerait. Je pense que 5 ans plus tard, je suis très satisfaite de ce que ça m'a apporté. Comme je dis toujours, une fois qu'on est expatrié une première fois, ça nous change à vie, qu'on le redevienne à nouveau ou pas. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je décide de me rechallenger en m'expatriant de nouveau. S'expatrier à plusieurs reprises, c'est une chance assez incroyable sur le plan même humain, je dirais, de pouvoir explorer d'autres manières de travailler. Moi, ce que ça a changé aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est l'internationalisation de mes compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage en ligne sur une plateforme où je suis très présente, par exemple LinkedIn, je pense que peut-être les 2 tiers de mon audience ne penseront pas que je suis française. Le deuxième point, c'est que j'ai su vendre mes compétences à l'international. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai skills faut pas négliger, surtout quand on est dans un espace francophone qui, pour moi, est très saturé. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver le même vivier de talent, le même niveau de compétence, voire très bon. Et ça, faut pas s'en cacher. En revanche, comment on passe d'une compétence
sèche qu'on a tous aujourd'hui sur papier à une compétence qu'on peut activer, voire transformer en vrai asset de revenus. Ce que j'ai su faire avec les conférences aujourd'hui. Je suis partie d'un asset qui était mon livre et qui pourtant n'est pas du tout traduit en français, en anglais, excuse-moi. Mais ça m'a permis aujourd'hui d'aller à la conquête du monde pour expliquer l'impact des réseaux sociaux et pas forcément être sur le sujet de TikTok, même si c'est le contenu principal de mon livre et c'est une expertise que j'ai aujourd'hui, mais ça m'a permis d'avoir un rayonnement beaucoup plus international. Et enfin, je dirais le troisième point, c'est que je me suis écoutée. J'ai pas attendu un conjoint et son visa pour m'expatrier parce que je n'avais pas ça. Moi, je me suis expatriée seule avec mon fils. Je suis une mère célibataire qui élève son fils. J'ai pas attendu une opportunité à l'international dans une boîte. J'ai vraiment décidé de capitaliser sur ce que j'avais moi pour aller me vendre à l'international et qui plus est dans un marché qui était pas si simple. Moi, j'ai décidé de partir à Stockholm, donc en Suède. Donc j'ai quitté Paris pour m'installer à Stockholm. Je savais pas du tout ce qui m'attendait. J'ai fait ce challenge, enfin, j'ai pris ce challenge à la fois pour moi, mais aussi pour mon fils. C'est-à-dire que moi, je me disais, j'avais jamais eu d'expérience à l'étranger, j'avais pas fait de stage à l'étranger, j'avais vraiment tout cumulé, en tout cas mes premières années en France. Et je trouvais dommage dans une carrière professionnelle ou même dans une expérience de vie de pas aller à la rencontre du monde. J'ai choisi la Suède aussi parce que c'est l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Et ça fait plus d'une demi-décennie déjà qui reste assez bon à l'échelle européenne, mais encore plus à l'échelle du monde. Et j'avais envie d'offrir ça à mon fils. Moi, j'avais envie d'élever un enfant euh, avec des choses différentes que j'avais pas eues, mais pas du tout dans une démarche euh, de, de, comment dire, dans une démarche d'embellir finalement ce qu'il pouvait avoir et ce que je pouvais lui offrir, pas dans une démarche de misérabilisme, si tu vois Mm, ce que je veux mm, dire. mm, Moi, j'ai eu une enfance très heureuse, très joyeuse. J'ai zéro regret de l'enfance que j'ai eue. Toutefois, je voulais offrir une expérience humaine à mon fils. Je pense que moi, je suis une mordue d'expérience. J'adore autant le pôle Nord que j'ai fait que le Sahara, par exemple. Mais je pense que jusqu'à la fin de mes jours, je vivrai des expériences. En tout cas, je me le souhaite. Et c'est un peu comme ça que je façonne ma vie et ma trajectoire. Je pars du principe que la vie, c'est un canevas, en fait. On en fait ce qu'on veut. C'est à nous de le modeler. On est seul capitaine de son propre bateau. Et je trouve ça dommage d'être dans l'attente soit d'une entreprise pour s'expatrier, soit d'un conjoint et potentiellement de ne pas pouvoir travailler. Parce qu'il y a aussi certains types de visas selon les pays dans lesquels on s'expatrie qui empêchent le conjoint de travailler. Donc voilà un peu les principales raisons qui m'ont mené à cette mobilité. Euh, Maintenant, les raisons qui motivent ma deuxième mobilité, je pense qu'elles découlent de ma première aussi. Le premier point, c'est que je pense que voilà, aujourd'hui, Atlanta répond à tous les critères de qui je suis en 2025. C'est une ville très forte, très importante. C'est un carrefour phénoménal pour le monde entier. On peut faire Atlanta Addis Abeba, on peut faire Atlanta Singapour, on peut faire Atlanta Dakar. Et ça, je pense que aujourd'hui c'est incontournable. Moi qui voyage beaucoup et je m'estime très chanceuse parce que je me suis créé des opportunités de voyager à travers ma carrière et mon métier. Maintenant, il faut pouvoir s'élever et aller chercher à l'intérieur de soi quel est son potentiel pour se donner des opportunités en fait. Parce que moi, je pense que j'étais pas fatiguée d'attendre, mais j'ai pas voulu me dire que ça viendra de. Je me mm, dis, il faut que je crée moi ce que j'ai envie d'avoir. Moi, j'ai voyagé très tôt. Ça a commencé par des colonies de vacances, hein, tu sais, c'est pas. Mais même avec mes parents m'emmenaient dans le train, on allait en Suisse. Voilà, moi j'ai voyagé très tôt, donc le voyage a toujours fait partie de ma vie.
Et puis, progressivement, avec mes propres moyens, j'ai commencé par des voyages de proximité. Tu vois, je suis allée à Londres plus d'une dizaine de fois, j'ai déjà été en Belgique. Enfin, on commence progressivement. Et puis, au fur et à mesure où tu t'élèves professionnellement et en fonction du domaine dans lequel tu exerces, euh, moi, voyager à travers mon métier, c'était un prérequis. C'est-à-dire que même quand je postulais à des offres d'emploi, j'ai toujours regardé la partie voyage d'affaires. Est-ce que vous pouvez voyager plus de 25%? Moi, j'ai toujours coché 50%. Parce que je me dis, pour moi, le voyage, c'est une opportunité de rencontre monstrueuse. Enfin, j'ai rencontré des gens, enfin, je te dis, à l'aéroport de Bogota, j'ai rencontré un directeur des affaires financières à la douane. Enfin, j'ai des souvenirs mémorables, quoi. Tu vois, en transit à l'aéroport de Miami, où tu rencontres bah, une ancienne voisine que t'as pas vue il y a 20 ans. Enfin, donc oui, moi j'ai des souvenirs de voyage qui ne restent pas que dans la destination finale ou d'arrivée. Moi, le voyage, c'est autant à l'aéroport qu'à l'embarquement, qu'au contrôle aux frontières, une fois assise dans l'avion, qu'en allant aux toilettes, qu'avec la, la steward qui me propose à boire. Enfin, moi, l'expérience de voyage, je la vois à 360 degrés. Et puis j'aime l'avion, donc je pense que sur ça, sur la dimension écologique, je pense que c'est le seul aspect où je me dis, waouh, en termes d'efforts et d'empreinte carbone, quand je vois tout ce que je fais en un an, des fois je me gratte un peu la tête et je pense que c'est cet aspect-là qui peut me rendre anxieuse. Mais de base, tu vois, je suis quand même quelqu'un qui a des éco-gestes assez responsables. Mais c'est vrai que sur la dimension aérienne, je suis pas exemplaire. Et ça, je le reconnais, c'est important de le dire. Ouais, je crois que je me suis un peu écartée du sujet. Mais pourquoi? Mais juste Pourquoi? pour revenir du coup, parce que tu as démarré en effet un peu sur les chapeaux de roue, mais pour revenir un petit peu à ton départ en Suède, en fait, tu as dit, j'avais pas de poste qui m'attendait, c'était vraiment un choix complètement ad hoc de partir et de m'installer dans un pays, de t'installer dans un pays différent. Et justement, avant de partir en Suède, quelle était ton activité professionnelle et comment est-ce qu'elle a évolué à travers ton expatriation aussi? Bah, c'est ouais, très bonne question. Alors moi, avant de partir de Suède, j'étais consultante, donc indépendante. J'accompagnais différentes entreprises dans leur stratégie de contenu, vraiment focus, pardon, réseaux sociaux. Et j'enseignais. Je donnais des cours dans plusieurs écoles en France, à la fac de Marseille, à Sud de Pub et dans plein d'autres écoles. Et donc, j'ai décidé de capitaliser sur ça, sur ma première année en arrivant à Stockholm. Et il s'avère que j'ai eu une opportunité professionnelle. Donc, j'ai rencontré l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé plusieurs années. Mais je partais, j'étais à mon compte, quoi. Enfin, j'avais pas de projection particulière. Mais c'est vrai que cette activité m'a permis aussi d'identifier le marché, de m'adapter en fait aux codes du recrutement qui sont pas du tout les mêmes que les codes français et francophones, même de manière générale. La Suède étant un tout petit marché, il faut être sûr de ce qu'on veut faire et quelle empreinte surtout on veut laisser dans son secteur d'activité. Mm. Et à quel moment tu as décidé d'écrire le livre justement parce que moi je t'ai suivi sur LinkedIn et le moment où ton livre est sorti sur TikTok, ta visibilité, enfin en tout cas c'est le sentiment que j'avais moi, que ta visibilité à ce moment-là a vraiment explosé en fait. Et donc à quel moment tu t'es dit je vais écrire un livre et comment tu envisageais le rôle de cette publication dans ta trajectoire professionnelle? Alors moi, quand j'écris le livre, je suis encore en France. En revanche, quand il est diffusé et donc commercialisé, moi, je suis en Suède. Donc j'ai géré une promo à l'étranger, donc à Stockholm, même si j'ai fait quelques petits allers-retours en France pour assurer des interviews en présentiel à proche de ma maison d'édition. Ce livre, il était à l'origine. L'ambition de ce livre, en tout cas, c'était d'expliquer en quoi TikTok était une plateforme importante et surtout sur laquelle il fallait pas faire l'impasse. Il s'adresse en particulier aux décideurs, aux dirigeants, aux directeurs marketing, mais aussi aux étudiants. Moi, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui m'ont contacté pour leur mémoire de master, de licence, mais aussi des chercheurs qui l'ont mentionné. Je suis citée dans pas mal de colloques, donc ça montre aussi que c'est le premier livre en français sur la plateforme qui fait office de référence.
il est enregistré à la Bibliothèque nationale de France. Donc je me dis, voilà, dans 20 ans, peut-être mon fils, s'il a envie d'y aller, il pourra le consulter. Donc, ça m'a aussi donné une visibilité sur le paysage francophone, mais je dirais que c'est moi qui ai dû développer toute la dimension internationale que je dois à moi-même, hein, finalement, au fruit de mes efforts, parce que je n'avais pas d'attaché de presse dédié, à part celle de la maison d'édition. Et puis c'est vrai qu'après, les parutions presse et toutes les mises en relation se sont faites de manière complètement organique. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Et c'est eux qui m'ont approché pour écrire ce livre, qu'ils avaient déjà un peu pensé, on va dire, c'est-à-dire qu'ils avaient noté les sujets sur lesquels ils voudraient avoir des auteurs. Donc ils font des recrutements d'auteurs, hein. Ils ont des sujets en fonction de la ligne éditoriale de la maison d'édition. Et bah ils vont aller approcher des auteurs sur certains types de sujets. Et il s'avère que moi, à cette époque-là, j'étais en agence et j'avais fait venir la plateforme pour nous présenter du coup les possibilités de création sur sur TikTok. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore de bureau en France, donc j'étais vraiment early sur le sujet. Euh, voilà. Mm. Et donc, la maison d'édition te contacte parce que tu as commencé à être visible sur le sujet de TikTok. Et ils se disent, on va faire appel à Amélie pour écrire le livre. Et toi, quand on te sollicite pour un livre, ta première réaction, c'est quoi? Super, j'ai toujours voulu écrire ou est-ce que ça va être faisable? Alors moi, quand il m'approche, je prends tout de suite le sujet au sérieux parce que moi, j'ai commencé ma carrière comme community manager. Ça veut dire que les réseaux sociaux, c'est vraiment mon sujet. Je pense que j'en parlerai encore pendant plusieurs années, mais je veux pas m'en détacher. C'est une expertise qui m'anime, qui me porte et qui fait vendre surtout aujourd'hui. Pour les marques, on peut plus faire l'impasse, qu'on soit sur YouTube, sur Twitch, sur Snap. Aujourd'hui, les plateformes sociales, elles sont importantes. Donc, je prends le sujet au sérieux parce que je me dis c'est une opportunité incroyable de pouvoir être vu, lu sans être interrompu. Parce que c'est tellement rare qu'on puisse adresser ce type de sujet, qui plus est dans un espace business, puisqu'aujourd'hui, moi, j'écris pas de BD ou de romans. J'écris vraiment des sujets à destination d'un public business et corporate, même si la notion de corporate, elle est légère, mais l'idée, c'était vraiment oui, oui, de considérer la proposition, même si j'avais pas dans ma to-do list une ambition d'écrivaine. Euh, donc oui, c'est une superbe opportunité, je vais pas m'en cacher. Mm. Et tu as dit aussi que du coup, toute la promotion, parce que le livre est en français, et toi étant à l'international au moment de la promotion, donc toute la promotion internationale, c'est toi qui t'en es chargé. Comment t'as vécu ce moment-là et qu'est-ce que tu as mis en place finalement pour arriver à faire valoir une expertise que tu avais exprimée en français au niveau international? En fait, c'est la traduction, c'est-à-dire que moi, quand je suis arrivée en Suède, les 6 premiers mois, j'écrivais encore en français, parce que justement, mon livre sortait. J'étais à Stockholm, mais professionnellement pas du tout installée dans le contexte suédois. Je me suis aussi posé toutes ces petites questions. J'ai peur de perdre mon audience, si j'écris tout de suite en anglais. Et en fait, j'ai zéro regret de l'avoir fait. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Je me vois plus faire le shift. Franchement, c'est très rare, hein. J'ai dû le faire une fois l'année dernière pour une conférence où j'étais, enfin, pour un événement où j'étais jury. Mais sinon, ça correspond plus à mon audience en fait. C'est-à-dire que je ne me ferme pas de porte, mais aujourd'hui, ceux qui peuvent comprendre l'anglais et ceux qui me lisent ont une petite fenêtre sur l'international de par leur activité, de par leur expérience humaine, de par leurs compétences. Et puis aujourd'hui, mon audience, elle est globale. Ça veut dire que moi, j'ai des gens aussi bien en Équateur qu'au Japon, qu'au Nigeria. Et les États-Unis, aujourd'hui, c'est mon deuxième plus gros carrefour d'audience, juste après la France. Euh, donc, je me vois plus du tout écrire en français. Après, je fais pas du tout de French bashing, hein. Je parle français, j'écris en français quasiment tous les jours
dans ma vie quotidienne. Mais c'est vrai que sur mes plateformes sociales, il faut un vrai engagement ou un partenariat bien spécifique. Mais sinon, oui, l'anglais, c'est définitivement la langue, en tout cas la plus inclusive pour mon audience. Mm. Et comment est-ce que tu en es arrivé justement à développer ton expertise sur les réseaux sociaux? Parce que tu disais que tu avais commencé en étant community manager, mais avant de rentrer dans la vie active, est-ce que tu savais déjà que tu voulais travailler sur ou en tout cas développer ton expertise sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a eu d'autres options à des moments que tu as décidé de ne pas saisir finalement? Alors moi, j'ai commencé une présence en ligne sur des plateformes je pense que tu connais. J'étais sur Skyblog à l'époque, j'avais un Skyblog. J'ai eu un MySpace, donc j'étais très active sur ces plateformes-là. Donc là, je te parle, on est fin 2008, début 2009, donc ça fait très longtemps. J'ai toujours été une petite nerd, mais sans être geek. Je fais la différence. Nerd, on a l'amour des internets, on a la culture emoji, la culture sociale, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour moi, je parle vraiment de dimension culturelle. Sans être geek, c'est-à-dire que j'ai pas forcément la compétence technique derrière. Moi, je code très peu, et puis aujourd'hui, on est quand même dans l'ère du no-code à fond, quoi. Donc, je dirais que j'ai toujours apprécié euh, les codes d'Internet. Donc, j'ai tout de suite été sur ces plateformes-là, comme Twitter à l'époque, nouvellement X. Euh, et finalement, j'ai construit un peu mon éducation sur ces appétences-là et sur ces plateformes où j'étais. Plus jeune, moi, je voulais être avocate. Et je pense que le fait qu'on ne m'ait pas donné la possibilité de poursuivre dans le domaine du droit, j'ai capitalisé très tôt sur mon amour pour la communication et plus largement le marketing de contenu. Euh, je pense que c'est hyper important de se rendre compte finalement que aujourd'hui tout va très vite. Mais à l'époque, enfin à l'époque, oui, je peux me permettre de le dire, à l'époque, en tout cas, c'était pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu avais un domaine dans lequel tu voulais te spécialiser, eh ben, fallait y rester, quoi. Aujourd'hui, on a cette agilité et cette flexibilité de changer quasiment tous les 1 an. On peut rapidement itérer dès lors qu'on ne se plaît plus dans une expertise et qu'on veut passer à autre chose, qu'on veut grandir dans un autre champ de compétences. Or, il y a un peu plus de 10 ans, c'était pas comme ça. Donc voilà un peu comment j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, les réseaux sociaux, c'est, un phénomène culturel ou même une culture à part entière. Et du coup, est-ce que tu penses que la culture des réseaux sociaux, elle est transnationale? C'est-à-dire qu'on va interagir sur les réseaux sociaux avec les mêmes codes, quel que soit l'endroit où on est dans le monde? Ou est-ce que, les cultures nationales gardent le dessus par rapport à la communication sur les réseaux sociaux? Alors non, moi je pense qu'on parle de sous-culture, parce que même d'un département à un autre, on n'a pas les mêmes codes culturels. Ce qui fait la force d'une nation, c'est de pouvoir rassembler l'ensemble de ses sous-cultures. On va prendre le cas de la France. La ville de Marseille n'a pas du tout les mêmes codes culturels que la ville de Quimper, qui elle-même n'a pas les mêmes codes culturels que la ville de Clermont-Ferrand, et encore moins de la ville de Paris. Ce qui est intéressant, c'est finalement, aujourd'hui, quand on s'adresse à plusieurs grandes villes, ou même les petites villes sur un seul et même territoire, comment aujourd'hui on harmonise la voix d'une seule et même nation. Et ça, je trouve que c'est des valeurs qu'on arrive à voir dans le domaine du sport. Souvent, quand les marques veulent s'appeler au domaine sportif, elles vont chercher à avoir une seule voix. Mais je pense que la bonne voie, c'est celle qui fait preuve de pertinence culturelle en allant justement sourcer l'ensemble de ces voix pour réunir à faire la voix d'une seule et même nation. Mais encore une fois, pour moi, c'est des choses que je vois uniquement dans les codes culturels liés au sport. Je l'ai rarement vu dans d'autres secteurs. On va toujours prendre l'exemple d'une ville plus importante qu'une autre. On va arbitrer. Pourtant, elles sont toutes importantes parce qu'elles font toutes
la voix et la place qu'occupe la nation. Hmm. Et une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'était tout à l'heure, tu as parlé de la conquête du monde. Et aujourd'hui, toi, ta conquête du monde, elle se fait en particulier à travers des conférences que tu donnes. Comment t'en es venu justement à donner des conférences et comment t'en es venu à ce que ça soit une part intégrante de ton activité professionnelle? Alors oui, les conférences, moi j'ai commencé il y a un peu moins de 10 ans maintenant. C'est vrai qu'au démarrage, je donnais des conférences sur des sujets liés aux réseaux sociaux. C'était très spécifique aux réseaux sociaux et ça s'est amplifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends la parole sur tous les sujets liés au marketing et aux nouvelles technologies dans l'ensemble. Et puis, progressivement, c'est parti de conférences en français, dans l'espace francophone, puis sur le marché scandinave, puisque j'ai vécu donc à Stockholm. Et puis, progressivement, des demandes entrantes sont venues de l'international, à savoir principalement de l'Amérique, euh, y compris l'Amérique latine, puisque j'ai déjà été en Amérique latine. Et donc, les leads viennent principalement de ces territoires-là, y compris euh, des- des- du Moyen-Orient aussi. Et donc, ma conquête du monde, je dirais qu'elle se fait par ce biais-là. C'est une expérience incroyable, encore une fois, de pouvoir voyager à travers son métier et de se dire qu'aujourd'hui, on te paye pour prendre la parole sur des sujets dont tu es experte. Et puis, c'est un carrefour de rencontres assez intéressant selon les thématiques. Donc, c'est des commandes, hein, typiquement sur un sujet donné. Et puis après, il y a aussi mes agents, puisque j'ai deux agents qui me représentent sur deux marchés qui se croisent, mais qui sont pas sur les mêmes fuseaux. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque ça me permet d'aller sur d'autres marchés que je connais pas. J'ai jamais fait l'Asie encore, donc euh, pas mal d'enjeux sur l'Asie et le Moyen-Orient, puisque c'est des territoires où finalement de nombreuses conférences dans le domaine dans lequel je suis sont très actives. Et du coup, aujourd'hui, ton activité, elle se répartit comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles à ton compte? Comment ça se passe pour toi? Oui, alors aujourd'hui, l'activité de conférencière, elle occupe pas mal de mon temps, je dirais un bon 40%. J'occupe mon temps aussi en faisant du conseil, donc j'accompagne des entreprises sur les sujets du divertissement. En divertissement, je vais mettre sport et jeux vidéo, mais aussi solutions numériques. J'accompagne principalement des acteurs internationaux et au Moyen-Orient sur les sujets liés au sport. Donc, ça va être des fédérations, des ligues sportives sur plusieurs sujets. Je travaille notamment, j'accompagne pas mal certains athlètes sur les questions de présence en ligne, dont un signé à la PFL, donc une ligue de MMA, secteur que je connaissais pas, mais dont je suis très curieuse de découvrir et j'apprends tous les jours parce que ça a le vent en poupe. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Ce que j'aime aussi, c'est que ça me fait voyager d'un territoire à un autre. Euh, on peut être sur un sujet typiquement en Arabie Saoudite et le lendemain, on est sur un autre sujet au Nigeria, mais on peut aussi avoir un sujet en Europe puisque finalement, les ligues, elles nous font voyager à travers les différents marchés où elles investissent. Et donc ça, c'est hyper passionnant parce que c'est des sujets sur lesquels moi j'ai envie de grandir d'un point de vue expertise. Et bah, j'aime quand ça change de territoire géographique, puisque c'est là où tu apprends le plus sur la dimension culturelle. Euh, et enfin, le dernier volet de mon activité, c'est l'écriture. J'aimerais énormément produire un premier ouvrage en anglais, idéalement en marketing, parce que je pense que ça évolue en permanence. Il y a encore beaucoup de sujets qui n'ont pas été couverts. Euh, donc voilà, pour l'instant, et c'est déjà pas mal parce que ça m'occupe pas mal de mon temps. Donc j'essaye de dégager un peu plus de temps cette année, c'est ce que je me suis dit, dégager un peu plus de temps pour écrire et produire un ouvrage idéalement en anglais. Ok. Et tu disais tout à l'heure qu'à l'origine, tu voulais faire du droit, mais que tu n'as pas pu en faire. Et la petite Amélie qui allait à l'école, elle se voyait comment dans le futur? Est-ce que tu te voyais avocate? Est-ce qu'il y avait des causes que tu voulais défendre?
Ou est-ce que c'est quelque chose qui a grandi au fur et à mesure de tes études? Et pourquoi du coup le droit n'a pas pu se faire? Oui, c'est une belle question. Moi, j'ai fait mon premier stage dans un cabinet d'avocat. Et ça m'avait marqué parce que déjà à l'époque, je voulais vraiment être avocate. C'est-à-dire que quand on nous dit qu'il y a la période de stage qui arrive, moi j'ai commencé à chercher que dans des cabinets d'avocats. J'ai été prise et j'étais très contente. Enfin, j'ai vraiment beaucoup appris. Je crois que l'avocate exerce toujours d'ailleurs. Euh, et je me voyais avocate. Vraiment, je me voyais avocate. J'avais deux branches de prédilection comme ça. J'y pense encore de temps en temps. J'ai quelques avocats dans mon réseau. Je suis de temps en temps les sujets, parce que parfois, enfin très souvent, il y a des événements qui sont médiatisés. Soit c'est rangé en faits divers, soit c'est dans les faits de société. Mais il y a toujours une question juridique derrière. Et moi, ça m'intéresse énormément. Non pas que j'ai été victime d'injustice durant mon enfance, mais je pense que je peux, je ne sais pas pourquoi je parle au présent, mais je peux être une très bonne avocate sur des sujets, je pense que c'est des causes nobles, à la fois le droit des étrangers, je pense que c'est quelque chose qui me touche, surtout quand il s'agit de personnes en situation de précarité absolue, mais qui ont besoin de s'en sortir, donc qui vont travailler dans des conditions illégales. Et ça, c'est des choses qui prennent de la place dans la société. Ça veut dire que c'est des sujets dont on ne traite pas et du coup qui retardent aussi le développement humain et la vie de ces personnes. Donc, moi, c'est un sujet qui me touche encore aujourd'hui. Euh, je pense que le deuxième sujet, c'est la protection enfantine. Surtout quand tu as une expertise numérique comme la mienne, je me dis que je pourrais tellement servir à défendre tout ce qui se passe pour les enfants en ligne, que ce soit sur le dark social ou même sur les plateformes visibles, hein, avec les notions de cyberharcèlement qui prennent davantage de place, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de cas et je pense que c'est un sujet d'utilité publique. Il faut vraiment pouvoir s'y atteler. Donc voilà, c'était un peu les deux juridictions qui m'intéressent. Et c'est marrant parce que de temps en temps, j'y pense. Je me dis, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que c'est compatible avec qui je suis? Mais ça demanderait une reconversion professionnelle. Et en même temps, je ne sais pas si c'est quelque chose que je pourrais exploiter sur le long terme, quoi. Mais je regarde toujours un peu ce qui se passe, ce qui s'y fait. Et c'est vrai que oui, je me voyais bien faire ça très jeune. Et puis après, au fur et à mesure, la vie a évolué, j'ai grandi, je me suis insérée dans un domaine qui me correspond et dont je suis très fière aussi, hein. Et puis d'autres idées sont venues. Je suis assez sensible à tout ce qui est succession et patrimoine aussi. Donc voilà, c'est des sujets qui m'intéressent, que je regarde, même si je sais pas si je sauterai le pas tout de suite, quoi. Et du coup, pourquoi t'as pas fait les études de droit? C'était tu renonce enfin, tu changé d'avis à un moment ou Ah non, pas du tout. Mon enseignant estimait que j'avais pas les notes suffisantes pour m'insérer dans cette voie. Donc voilà, j'ai fait communication, une option et pas droit pour après ensuite être admise en faculté. Mais Mmh. après, je pense qu'aujourd'hui, ça a changé. Je pense que les codes pour l'admission ne sont plus du tout les mêmes. Peut-être que je me suis pas renseignée. Ouais. Mmh. Et quand on avait, brièvement échangé pour préparer cet entretien, tu avais dit quelque chose en disant, «La vie, c'est une succession de cycles, et on passe d'un cycle à l'autre, en fonction de là où on veut aller ou de ce qui se présente». Et du coup, pour toi, le prochain cycle de vie, ça serait à Atlanta? C'est le choix que tu as fait Euh, aujourd'hui? oui, 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 moi, le prochain cycle de vie, en tout cas pour moi, je l'envisage à Atlanta. Mmh. Et est-ce que, tu t'y vois continuer en indépendante? Est-ce que tu te vois plutôt rentrer dans un corporate quelconque ou comment tu vois les choses? Alors, c'est une très belle question. J'aimerais beaucoup rejoindre une institution euh, pour apprendre et mieux comprendre surtout l'essence de la ville.
C'est une ville où il y a beaucoup d'institutions, qu'elles soient culturelles ou même civiques. La mairie en elle-même a une communication qui est quand même extraordinaire. J'ai rarement vu une communication poussée de cette manière-là jusqu'à l'aéroport. On entend la voix du maire quand même sur les boarding gates et tu te dis, ah ouais, quand même, ça va très loin. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre. Je me refuse absolument rien. Euh, Là, j'ai vraiment envie d'apprendre. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à, à percevoir de cette ville. Et sur le plan de l'indépendance, écoute, selon les opportunités qui se présentent, j'ajusterai, mais encore une fois, je m'interdis rien. Ça veut dire que si demain j'ai la possibilité de rejoindre une institution sportive, je serais très heureuse. Mais si demain j'ai la possibilité de rejoindre UPS, je serais très contente aussi, parce que je pense qu'en termes de logistique, faisant d'Atlanta leur hub, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et sachant que c'est l'aéroport le plus grand au monde en termes de trafic aérien. Je crois qu'il y a 15 vols par minute. Donc oui, c'est un énorme hub en fait. Donc je peux apprendre de tout le monde et de différentes manières. Donc j'essaye d'être la plus ouverte possible. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens manquent de faire quand ils arrivent dans une ville, là où ils s'installent. Ils ont déjà un peu une idée préconçue de ce qu'ils veulent, mais du coup, ils se ferment un peu aux opportunités qui peuvent venir à eux. Donc, moi, je me ferme pas de porte. Au contraire, j'essaie d'agrandir mon spectre et de me dire que je peux très bien être à la tête d'une institution et je serais très contente parce que j'aurais beaucoup de choses à transmettre et à revendre. Et par rapport, aux réseaux sociaux et à leur, évolution rapide, est-ce que toi, tu vois la place des réseaux sociaux dans nos vies, évoluer? Est-ce que tu as, je sais pas, une idée de comment ça va, évoluer ou c'est pas forcément quelque chose à laquelle tu réfléchis? Si, si, bien sûr, moi, je regarde surtout le comportement euh, chez les jeunes, ce qu'on appelle la gène alpha, les 8-15 ans. Aujourd'hui, ils font plus du tout la distinction entre leur identité réelle et leur identité numérique. Et je pense qu'il faut réguler ça. Moi, je suis de très près une commission euh, Children Safety de la Commission européenne. Je vois passer énormément de recherche, d'études. J'essaye quand je peux d'assister à certains meetings euh, pour voir comment c'est régulé d'un point de vue européen. Il y a certains pays qui sont assez moteurs sur le sujet, d'autres un peu moins. Donc moi, je regarde surtout l'évolution et l'usage, mais chez la génération d'après, parce que j'ai un enfant, j'ai un petit garçon, et que son comportement utilisateur euh, me questionne. Moi, il n'a pas de présence en ligne. Il se connecte sur YouTube avec mon compte, donc j'ai accès à ce qu'il regarde avec une traçabilité et un contrôle parental. Il avait YouTube Kids qu'il regardait, ça a très vite évolué, Euh, mais sinon il n'a pas de présence numérique. Mmh. Euh, Après, c'est un choix, c'est une logistique quotidienne, c'est de la pédagogie, c'est de la communication. Mais il est très heureux de faire un dessin, de faire des puzzles. Il sait très bien s'occuper. On fait beaucoup d'activités extérieures, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, tout le monde n'a pas cette chance-là. Moi, je pense que c'est parce que je suis un pur fruit du numérique, mais c'est pas le cas de tous les parents. Il y a une conférence que j'adorerais faire. Je sais pas si je la ferai moi-même ou si je suis contactée pour qu'elle si on me contacte et que que je puisse la dispenser, je le ferai. Mais c'est d'accompagner les parents qui sont vraiment éloignés du numérique à comprendre l'impact et les enjeux parce que il y a tellement de parents lésés qui savent plus quoi faire et qui finalement perdent patience et laissent leur enfant dans une errance numérique à tel point que ça a un impact sur les résultats scolaires, quoi. Donc Mmh. voilà un peu, ça c'est une petite conférence coup de cœur. Si jamais quelqu'un m'entend, hein, je passe un message également. On sait jamais, manifester. Hem, je,
Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, avant même d'avoir sorti ton livre sur TikTok, tu faisais déjà des conférences. Et moi, ce qui me frappe dans ton parcours, du coup, c'est que très tôt, tu as eu une forme de visibilité, c'est-à-dire tu as commencé à faire des conférences, tu avais, bon, t'avais déjà une présence en ligne, mais cette présence en ligne, tu as su la transposer dans la vraie vie en allant rencontrer les gens dans les conférences et tout. Et comment ça s'est mis en place tout ça? Parce que c'est souvent, moi je navigue dans un milieu d'auto-entrepreneurs et en fait, écrire un livre comme faire des conférences, c'est un peu le Saint Graal. C'est-à-dire que tout le monde est là en mode, quand est-ce que j'écris mon livre? Comment faire pour écrire un livre? Comment faire sa première conférence? Comment vivre en faisant des conférences? Tu vois, c'est un peu le truc. Et toi, on a l'impression que ça s'est fait tout naturellement et très facilement. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi finalement, cette visibilité et comment tout ça s'est mis en place? Alors oui, c'est une très bonne question. Moi, j'ai capitalisé sur mon expertise métier, mais que j'ai dissocié. Après, j'étais salariée. Donc moi, j'ai dissocié mon métier au sein de mon entreprise de ma présence numérique. Ça veut dire que c'est toujours quelque chose que je continue à faire parce que souvent, quand on signe un contrat de travail, les clauses sont pas toujours très claires. C'est-à-dire qu'on va nous inciter en interne à communiquer, à parler de l'entreprise, alors que c'est pas formellement expliqué. Et dès lors qu'on va commencer à parler de son activité, de ses side projects, de sa présence en ligne, on va être un peu tout de suite taxé de concurrent déloyal. Et moi, ça a tout de suite été très clair parce que je voulais pas qu'on m'interdise en fait de prendre la parole ou de me développer. Parce que si j'attendais finalement le plan de carrière, l'évolution, le CPF, je sais pas trop où j'en serais, pour être honnête. Du coup, j'ai capitalisé sur ma présence en ligne. J'avais déjà un site à l'époque bien fourni. Sur l'écriture d'articles, moi j'ai longtemps écrit sur Internet. C'est toujours ce que je fais avec ma newsletter sur LinkedIn, justement pour générer du trafic sur la plateforme. Mais c'est vrai que j'ai pas hésité à vulgariser en fait mes compétences très tôt, très vite. Euh, et j'ai créé finalement une communauté de cette manière-là. J'ai toujours misé sur l'écrit parce que moi, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire communauté. On peut être très bon face caméra et pas du tout bon à l'écrit, comme on peut être très bon à l'audio et vice-versa. Et moi, je pense que la force a toujours été l'écrit. Après, de métier, j'étais pas copywriter, tu vois, en agence, concepteur, rédacteur. Moi, j'étais plutôt social media manager, donc j'avais la vision de la publication dans son ensemble. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé ma présence en ligne et sur LinkedIn principalement. Sans dire que vraiment j'exclus mon employeur, mais que je vais pas non plus en faire la promotion, puisque il y a des équipes qui sont dédiées à faire la promotion d'entreprise sur les plateformes de l'entreprise. Et je pense qu'il faut être clair, en tout cas quand on est employeur, à dire à son salarié, si on a envie d'une présence à travers le salarié, eh ben, c'est une autre forme de rémunération, ou alors c'est un autre type de contrat, ou alors c'est un avenant. Euh, et tu vois encore ce petit truc juridique, mais la frontière est très légère et très mince, encore une fois. Maintenant, c'est vrai que pour revenir à ta notion de Saint Graal sur le livre, honnêtement, c'était pas du tout dans ma to-do de me dire là, faut que j'écrive un livre, tu vois. Mais j'ai bien sûr, hein, j'ai des objectifs aussi un peu perso, comme tout un chacun. En tout cas, je l'espère. Mais j'ai aussi des opportunités qui m'arrivent que j'avais absolument pas planifiées, comme être jury au Cannes Lions. Moi, je viens de rentrer à Paris, ça fait 2 semaines, je reçois un mail. Je me dis, vous êtes sûr? Mais opportunité incroyable. Enfin, c'est l'équivalent des Oscars du monde de la pub. T'en as, ils sont jury au Cannes Lions 4, 5, 6 fois dans une vie. T'en as une fois, d'autres 2 fois. Moi, je sais pas, j'en sais rien. Je l'ai fait une fois et j'en suis hyper fière. Donc, tu vois, il y a quand même des opportunités comme ça qui se créent par rapport à ce que tu dégages. Mais aussi, moi, je remercie aussi ma longévité. Parce que je pense que il faut pouvoir tenir dans cette industrie. Moi, je suis une passionnée de nouvelles technologies.
Mais il y a eu des mois, des semaines, je me dis, ouais, c'est dur quand même. Enfin, je sais pas si je vais continuer à faire carrière dans ce que je fais, tu vois, parce que ça évolue très vite. Il y a de très bons experts dans tous les domaines, dans tous les sujets, que ça soit cybersécurité, que ça soit bien sûr robotique. Là, on parle d'intelligence artificielle et on en parlait déjà depuis plusieurs années maintenant, mais là encore plus. Euh, donc finalement, trouver sa valeur ajoutée, son couloir et le garder. Moi, je sais dans quoi je suis bonne, je sais ce qui fait ma force. Maintenant, il faut tenir, quoi. Tu vois, la longévité, des fois, je me dis, t'es sûre quand même là, ton marketeuse? J'adore mon métier. Maintenant, moi, je me renouvelle en permanence. Ça veut dire que je vais toujours chercher à me nourrir d'autres choses. Là, je suis dans une dynamique où j'ai envie d'apprendre davantage de l'industrie du sport. Euh, Tu vois, je lis beaucoup, je regarde beaucoup de contenu autour de ce qu'on appelle la diplomatie sportive. Finalement, comment aujourd'hui le sport, c'est un vecteur de la société au-delà de son économie et de son impact. Il y avait le World Economic Forum là il y a quelques mois. Bah, le sport et même le football, l'économie du foot aujourd'hui, ça génère des milliards. C'était tellement enfin, pour dire à tel point que son impact, ils en ont fait un sujet cette année. Je sais pas si c'est tous les ans, mais cette année, c'était un sujet. Le business du foot, c'était un sujet au Forum économique mondial. Donc, tu vois, ça dit des choses. Et puis après, il y a un agenda sportif là jusqu'en 2035 qui est quand même assez important et partout dans le monde. Bon, Atlanta, on pourra en reparler, mais ils accueillent la Coupe du Monde aussi. Et donc, à ce sujet, ça en fait une ville qui va compter, mais qui compte déjà. Donc, voilà, pour plein de raisons, moi, je me dis, pour continuer sur le long terme dans son secteur, il faut se renouveler en permanence, il faut s'inspirer, aller chercher de nouvelles connaissances. Moi, je suis pas une experte du sport, mais je m'entoure d'experts et mon expertise sert aussi à certains autres domaines. Donc, voilà un peu comment je conserve, on va dire, ma fraîcheur et mon innovation dans mon domaine. Bon, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si. Mais une chose que je trouve assez frappante quand on t'écoute, c'est on a l'impression que tu as une espèce, et que tu as toujours eu surtout, une espèce de lucidité sur la façon dont tu voulais vivre ta vie et ta vie professionnelle en particulier. C'est-à-dire, à plusieurs reprises, tu as dit, j'allais pas attendre qu'on me propose quelque chose, j'allais pas attendre un conjoint pour aller à l'étranger, j'allais pas attendre le CPF pour me former, etc. Donc, moi, je suis toujours, comment dire, frappée et admirative en fait des personnes qui ont cette lucidité, de se dire en fait, je vais tracer mon chemin et voilà comment je vais faire. Alors, on entend bien dans ce que tu racontes qu'il y a beaucoup du fait d'être ouverte aux opportunités et finalement de savoir les saisir quand elles se présentent. Mais il y a aussi le sentiment que finalement, à un moment, je ne sais pas si tu l'as fait de façon consciente ou pas, mais tu as décidé que tu serais la seule responsable de ta vie pro et que tu allais la mener comme tu avais envie de la mener. Et je voulais savoir si c'était quelque chose qui te venait peut-être, je sais pas, de ton éducation, des gens qui t'entouraient, etc. Ou si c'était vraiment un truc que tu avais développé par toi-même, pour toi-même, en fait. Ouais, c'est une belle question et merci de me la poser et je me voyais pas comme ça. Bah, merci. Je pense que je me suis créé cette manière de voir les choses. Je pense qu'il y a eu un avant et après Covid, honnêtement. Avant le Covid, euh, j'avais une vision de l'entreprise. Enfin, je parle encore beaucoup, encore une fois, d'entreprise parce que moi, j'ai été salariée quand même, enfin, pendant très longtemps. Et c'est vrai que je me disais, bah, l'entreprise investit sur toi, tu vas pouvoir te développer grâce à l'entreprise. Euh, je pensais énormément qu'on pouvait gravir les échelons au sein de la même entreprise pendant plusieurs années. Alors bien sûr, j'avais des entreprises comme ça qui me tenaient à cœur et je me disais, j'aimerais bien les rejoindre et peut-être que je ferais 6, 7, 8 ans chez eux. Et en fait, tu te rends compte que même déjà de passer un entretien,
t'y arrives même pas, que les portes sont pas facilement ouvertes. Euh, donc, le Covid m'a amené à me mettre à mon compte, peu de temps après que je quitte ma dernière agence, du coup, en France. Donc, quand je me mets à mon compte, bah, tu vois, premier client, c'est une ligue de sport. Tu vois, encore une fois, alors que je pensais même pas que j'aurais envie de m'insérer dans ce domaine-là. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'assets que je peux exploiter, à la fois donner des cours, à la fois faire du contenu et faire de la strat, en fait, pour un client, mais à la fois donner des conférences. Euh, Moi, j'avais cette vision, ouais, je suis salarié, je suis social media manager, je peux pas trop faire autre chose, je suis en 9 to 5, j'ai pas beaucoup de temps et j'ai mon fils à gérer. Et en fait, je pense que le confinement me fait repenser le canevas de ma vie et comment je vois ma vie professionnelle. Et donc là, après, bah, je me dis, écoute, pourquoi pas l'étranger? Pas de crédit, pas de conjoint. Mon fils, il est en bas âge. C'est le bon moment pour moi, mais aussi pour lui, parce qu'il est à la maternelle. En vrai, je perds pas grand-chose. Et en fait, bah, zéro regret, parce que je pense qu'il faut pouvoir conjuguer ses attentes, la réalité du marché aussi, parce qu'on est dans un marché qui est quand même très fragmenté. Aujourd'hui, on a des experts dans tous les champs de domaine, dans toutes les compétences, euh, et il faut pouvoir avoir un plan de vie. Moi, je suis très attachée au plan de vie. Alors, je te demande pas de faire un agenda de 30 ans, tu vois, mais avoir un. On parle de plan de carrière, alors pourquoi on n'aurait pas un plan de vie? Je pense que c'est hyper important. Et puis la carrière, elle évolue. Euh, j'ai été maman, j'ai été salariée en étant maman, j'ai accouché, j'ai repris ma vie professionnelle. Donc, je pense qu'il faut pouvoir être flexible sur la manière dont on veut ajuster sa carrière. Mais c'est vrai que je suis pas du tout celle qui va attendre que l'entreprise me gratifie ou m'envoie 6 mois ou 2 ans à l'étranger. Je m'auto-recharge et je vais moi-même à la quête de ces opportunités avec des réponses ou pas, hein, d'ailleurs. Ok. Et du coup, ben, si tu as un plan de vie, est-ce que je peux te demander ce qui s'annonce pour toi dans les 5 ans ou les 10 ans qui viennent? Waouh! Euh, Honnêtement, comme je te disais, donc moi je suis née à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir m'expatrier par mes propres moyens. Et ça, je le dis, hein, parce que je faisais partie de ces 0,8% d'expatriés qui venaient avec leurs propres moyens. Ça veut dire leurs économies, leurs fonds propres, et pas un détachement d'une entreprise ou autre motif d'expatriation. Euh, donc l'Europe, je dirais qu'en termes de mobilité, ça m'intéresse plus aujourd'hui parce que je connais l'espace francophone, je connais l'espace suédophone et même scandinave plus largement. Je précise parce que la Suède étant le plus grand pays de la Scandinavie, les autres pays n'ont pas du tout la même identité, mais ont des similitudes professionnelles euh, qui ne vont pas me surprendre en termes de culture. Donc aujourd'hui, je regarde un peu l'état du secteur dans lequel je suis et je me dis les parts de marché aujourd'hui, elles restent les plus importantes et les plus grandes aux États-Unis, mais aussi en Amérique latine. Pour avoir fait l'Amérique latine, le Venezuela, c'est pas le Pérou, c'est encore moins la Colombie, c'est pas l'Honduras. Et je me dis que c'est un marché qui doit aussi être adressé et que j'ai envie de découvrir en profondeur. Raison pour laquelle Atlanta, pour moi, c'est aussi un carrefour avec l'Amérique latine qui est beaucoup plus proche de ces pays-là que moi, je le suis depuis Paris. Donc, ce que je me souhaite et ce qui m'attend sur, je dirais, les 3 prochaines années, c'est de pouvoir concilier mon expertise marketing, que je pense je vais garder très près de moi pendant plusieurs années encore, mais que je vais pouvoir fusionner avec d'autres secteurs comme le sport, que j'espère très très fort, et la diplomatie.
Je pense qu'il y a des codes diplomatiques, culturels. Par diplomatie, j'entends pas forcément politique, hein, mais il y a des codes culturels que j'aimerais bien avoir et que j'ai envie de comprendre pour aller développer d'autres compétences en Afrique. Donc, moi, je me souhaite d'être établie à Atlanta sur plusieurs années et de pouvoir combiner à la fois mes compétences dans mon secteur d'activité initial, de m'ouvrir à d'autres champs, dans le divertissement, avec bien sûr l'industrie du sport et d'autres secteurs que potentiellement je ne connais pas encore, puisque tout évolue très vite, et arriver, j'espère, avec un livre. Moi, j'aimerais bien me dire, j'arrive à Atlanta, j'ai quand même un projet de livre en anglais que je vais pouvoir continuer à vendre et développer sur tout ce marché-là, qui est aujourd'hui mon deuxième carrefour que j'ai envie d'exploiter en fait. C'est un choix très personnel. Je pourrais rester à Paris et me dire, OK, c'est super de les avoir à distance, mais moi j'ai envie de les rencontrer de façon plus palpable et d'être implanté là-bas. Et du coup, ce livre, tu as déjà, un sujet sur lequel tu veux l'écrire? Oui, alors je travaille sur l'extension de ma newsletter que j'ai déjà sur LinkedIn depuis un an, qui s'appelle From Social Media Manager to CMO. L'objectif, en fait, c'est d'expliquer comment on comble l'accès à des postes de haute fonction, donc C-suite exécutif dans une entreprise, quand on est un social media manager, voire un marketeur un peu plus confirmé. Social media manager parce que c'est un peu là où j'ai commencé et l'idée c'est de se dire comment on fait pour évoluer en fait. Parce qu'aujourd'hui il faut pouvoir creuser cet écart entre l'accès à des postes exécutifs, mais aussi en face les opportunités qui se présentent à ces marketeurs. Euh, Quelles sont ces opportunités? Est-ce qu'elles sont de bonne qualité? Est-ce qu'elles sont en adéquation avec leurs attentes? Versus comment l'entreprise en interne elle-même évolue, puisque l'entreprise s'adapte aussi au modèle humain et aux personnes qu'elles vont recruter pour faire un autre, pour en développer d'autres leviers, quoi. Mmh. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir écrire 10-12 chapitres sur l'évolution de carrière et finalement, quels sont les outils qu'un marketeur doit avoir s'il veut être un bon CMO. Et ce serait un peu la cerise sur le gâteau de se dire, OK, là, on a passé tous les différentes étapes pour être un bon CMO en étant un marketeur moderne. Mmh. OK. Et un autre sujet sur lequel, un autre thème sur lequel je voulais revenir, c'était justement l'Afrique et ta relation avec le continent. Est-ce que tu as des projets spécifiques, avec l'Afrique? Est-ce que tu te vois, développer quelque chose de spécifique? Oui, oui, oui. Oui. Alors moi, l'Afrique, c'est mon essence. Je me définis déjà en étant africaine. Je pense que c'est hyper important. Je suis très attachée à mes racines et très ancrée. J'essaie d'y aller une fois par an depuis allez, 2, 3 ans maintenant. Je pense que j'ai laissé passer un deuil pour me reconnecter à moi-même et ce qui était important pour moi. Donc depuis, c'est devenu hyper important de comprendre mes racines et d'aller en profondeur. Euh, oui, j'ai des projets sur place, notamment dans le domaine de l'export, mais aussi de l'éducation, donc assez décorrélés l'un et l'autre. Mais bien sûr, oui, c'est des projets que je mène en transverse, dont je communique pas, en tout cas pas encore. Mais ça va pas tarder. Et qui sont pas en lien avec les réseaux sociaux, du coup? Ah non, pas du tout. Ça, c'est vraiment des activités pour moi que je veux développer sur place avec une vision vraiment continentale. Euh, donc, je veux prendre le temps de faire les choses correctement et surtout continuer à me former. Ça prend beaucoup de temps aussi, et puis d'un pays à un autre, et même d'une ville à une autre. On n'a pas accès au même bassin d'audience et puis on ne peut pas se développer de la même manière. On n'a pas les mêmes outils de développement. Mmh. OK.
Comme on arrive à la fin de cet entretien, je voudrais te poser la question que je pose aussi à tous mes invités et que je te laisse interpréter vraiment comme tu l'entends. Et c'est, et si c'était à refaire? Très bonne question. Si c'était à refaire, je pense que je serais partie plus tôt en expatriation. Les premiers mois, même la première année de mon arrivée à Stockholm, je me suis questionnée, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Alors après, bien sûr, j'ai aucun regret, mais si c'était à refaire, pour répondre à ta question, je me serais expatriée plus tôt. Euh, Ce qui peut-être aurait façonné ma vision de la vie de manière complètement différente. Peut-être que j'aurais eu une autre mobilité après Stockholm et que j'aurais jamais pensé à Atlanta euh, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, donc ouais, non, je pense que si c'était à refaire, je pense que je me serais expatriée plus tôt. Mais sinon, rien à redire, quoi. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps, Amélie, et pour cet entretien. Ben, merci à toi, Sarah. J'espère que j'ai pas trop parlé. Non, on parle jamais trop dans mes entretiens. Je te remercie encore. Merci. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Laisse-moi un commentaire, envoie-moi un email, dis-moi ce que t'en penses. Et à bientôt!